Alors, je vous l'avais dit, la partie politique est en deux temps, à quelques jours des élections, avec l'enjeu qui est de comprendre la séquence qui vient de se dérouler et de comprendre peut-être la séquence qui va se jouer au lendemain des élections. Alors on va continuer le débat politique de cet après-midi. Ce sont des visages que vous ne connaissez peut-être pas. Willy Borsu, vice-président donc wallon, bienvenue et bonsoir, merci d'être là. Olivier Bierin, vous représentez donc Écolo, merci également pour votre présence. Antoine Herman, vous êtes membre du PTB, président de la Commission Énergie. Vous avez quelques collègues de la Commission Énergie d'ailleurs sur scène, donc vous connaissez. Laurent Léonard représente le Parti Socialiste. Vous êtes en bout de table. François Desquet, nos engagés, position centrale, juste à côté de Régis François, SBL, biprosumeur. Les présentations sont faites. Alors messieurs, je sais, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu dans le fond de la salle, mais j'ai vu qu'au moment de la NVA, le premier rang avait particulièrement envie de réagir. On va réagir évidemment sur le recours dans un instant. Je voudrais juste d'abord qu'on fasse un tour des positions à main levée. Vous me dites qui est pour, qui est contre cette mesure, sur laquelle on reviendra par après. Le but du jeu, évidemment, est de pouvoir voir un peu vos positions les uns les autres. Alors, levez la main à chaque fois. Qui parmi vous est favorable à une indemnisation proportionnelle des décrochages? Donc, pour le dire en mot français, plus que tu décroches, plus que tu vas avoir de l'argent. Qui est favorable à l'indemnisation proportionnelle? Oui. Tout le monde lève la main. Ah, il y a eu du en deux temps. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Faites peut-être un vote clair, parce que j'ai vu des barbes qui se frottaient et des demi. C'est compliqué à interpréter. Qui est favorable à une diminution des dividendes reversés par les GRD aux communes, et notamment par Ores? Régis François lève la main assez vite, évidemment. OK, on est un peu moins d'accord à ce niveau-là. Qui est favorable, tant qu'on est dans les GRD, gestionnaires de réseau, qui est favorable à une fusion de tous les GRD en Wallonie? Ah, vous voyez qu'il y a toute une série de débats qui ne font pas forcément consensus. C'est intéressant pour les accords de majorité, peut-être demain. Et alors celle-là, à mon avis, est une facile, je vous la sers. Qui est favorable à une taxation sur le matériel type batterie à la maison? Qui est favorable à une taxation sur les batteries? Non. Ah, j'avais dit que c'était une facile, c'est le tour de chauffe. On peut le faire dans la salle. Qui est favorable à une taxation des batteries? Levez la main maintenant. Monsieur vient de voter 2 fois. Je donnerai votre nom à la sortie de l'Assemblée. Voilà. Mais comme ça, nous avons maintenant les positions. J'enclenche mon chrono, ce qui nous permet d'entamer la conversation. Alors, on va revenir évidemment sur le recours déposé par la Flandre. D'abord, réaction peut-être, Willy Borsu, vous êtes vice-président du Parlement wallon, sur l'argument du texte qui a été mal torché, mal préparé, sans évidemment être, vous connaissez la règle, trop long, mais est-ce qu'il a des faiblesses? Parce que vous avez un peu de recul maintenant, depuis le recours. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et pour cette occasion de dialoguer à nouveau avec vous. Je dois dire que j'ai déjà participé dans ma vie à beaucoup de débats et écouté beaucoup de choses. J'ai rarement entendu, je suis désolé pour le représentant de la NVA, autant d'énormités en aussi peu de temps. Donc, merci pour le cours de droit. Le Conseil d'État a cependant validé le texte de l'arrêté du gouvernement wallon tel qu'il a été approuvé. Deuxième élément, vous avez affirmé, il y a ici des juristes probablement dans la salle, qu'il était impossible de retirer le recours introduit par Zual Demir. Ce qui vous a fait bondir directement. C'est faux, archi faux, totalement faux. Il suffit de vérifier. Et donc, je me permets vraiment un message direct. Si vous voulez vraiment être utile à la Wallonie, est utile à toutes celles et ceux qui ont investi, ainsi qu'à la transition que vous avez évoquée il y a quelques minutes, s'il vous plaît, demain, téléphonez à Zual Demir en disant « Écoutez, c'est une catastrophe, votre recours, ça nous décrédibilise complètement en Wallonie, retire-le, de toute façon, ça ne va rien changer. Bon, ben vous avez entendu tout vraiment, le monde, tout le monde est là. Un mot, Régis François, et puis je reviens au monde politique après. Un mot, Régis François, sur ce recours. On vous a lu dans la presse, les membres vous ont lu en 2 temps, en disant « Je suis confiant sur l'arrêt wallon », et puis vous avez émis quelques signaux doutants. Donc, est-ce que vous êtes toujours dans le doute sur la validité de la règle wallonne? Alors, moi, je ne suis pas juriste, mais j'analyse simplement, avec mes 11 années d'expérience, qu'on n'a pas toujours des arrêtés qui sont hyper bien ficelés. Parfois, c'est des arrêtés de fin de législature. Quelquefois, on essaye de ménager la chèvre et le chou. On essaye de mettre un petit peu tout et n'importe quoi dedans. D'après, en tout cas, les informations qu'on a demandées, nous, justement, auprès d'Aurélie Kettel, elle a relu évidemment les choses.
elle n'était pas très enthousiaste. Maintenant, évidemment, ça reste un arrêt du Conseil d'État que l'on attend. J'ose espérer que l'arrêt du Conseil d'État et que l'arrêté du gouvernement wallon était blindé, bien évidemment, parce que sinon, encore une fois, moi je regarde surtout, ce sont les conséquences. Ah bah alors, Ça, en fait. demandons-nous les choses clairement. Je viens vers vous, écolo Olivier Bierin, parce que le ministre de l'Énergie en Wallonie vient de votre parti. Est-ce que vous êtes en mesure cet après-midi d'affirmer que ce texte est blindé ou vous laissez la nécessaire part de doute, parce qu'il y a toujours une part de doute, mais dans quelle mesure vous pouvez rassurer le public qui est là? Mais ça a été dit, cet arrêté, il a été soumis au Conseil d'État pour avis. Le Conseil d'État, comme dans un certain nombre de cas, a émis quelques remarques qui sont prises en compte dans les travaux du gouvernement, donc qui ont été prises en compte dans ce cas-ci aussi. Donc, a priori, il n'y a aucune raison de remettre en question la solidité de ce texte juridique. Si d'aventure, imaginons qu'il y ait 1% de chance que le recours soit gagnant et que l'arrêté soit cassé par le Conseil d'État, on peut aussi redéposer un texte mieux motivé, encore mieux charpenté. Je ne partage pas l'appréciation selon laquelle il n'aurait pas été bien écrit, mais même le Conseil d'État émettrait des critiques et estimerait qu'il faut le retravailler. Ce sera fait. Donc le cadre, il est fixé par un décret. Cet arrêté, en plus, ne vient que le mettre en application. Donc ce ne serait même pas le principe du compteur qui tourne à l'envers qui serait remis en question. Ah bah alors, sans évidemment consacrer notre heure de conversation à ce thème-là, mais je viens vers vous, Laurent Léonard, est-ce qu'il est déjà nécessaire d'anticiper un nouveau texte et de se préparer? Quel est le degré d'anticipation ou de mise en ordre de marche que vous suggérez cet après-midi? Est-ce qu'il est temps d'anticiper déjà un second texte au cas où? Je pense que mes collègues viennent de le dire, je partage ce qui a été dit. Le Conseil d'État a été relativement clair sur l'arrêté et donc à l'heure actuelle, je pense qu'il ne faut pas, on peut avoir des réflexions, mais je pense qu'il ne faut pas revenir sur cette question. J'ai juste quand même une remarque qui me paraît assez particulière parce que quand le représentant ici de la NVA estime que le principe est bon mais qu'ils n'en veulent pas, ça veut dire derrière qu'on ne veut pas le bon finalement pour notre Wallonie. Et je trouve que c'est assez particulier comme démarche. Donc pour moi, sur cette question, le débat est clos. Oui, j'ai resoumis tout à l'heure les éléments que Willy Boursu, les éléments de langage de Willy Boursu tout à l'heure, disant que cette mesure était bonne. La parole au PTB. Antoine Herman, vous êtes donc notamment président de la commission énergie. Il y a quand même ce principe de l'équité entre citoyens. Alors on comprend bien que l'enjeu ici ce soir est un enjeu wallon, parce qu'il y a beaucoup de francophones wallons dans la salle, mais l'argument de la NVA, il en va de l'équité entre citoyens dans ce pays face aux mesures énergétiques, face aux mesures. Ça, vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas? Évidemment qu'on ne l'entend pas du tout. Évidemment, on condamne sans réserve cette attaque. Au PTB, on combat la NVA et la politique antisociale contre les travailleurs, contre tous ceux qui ont investi dans des panneaux solaires au nord du pays. On se bat à Bruxelles, on se bat en Wallonie, on se bat partout en Belgique pour une politique en faveur des travailleurs, en faveur des gens évidemment qui ont investi dans les panneaux solaires. Et donc on condamne évidemment ce qui s'est passé. On espère en tout cas que le gouvernement wallon n'a pas fait preuve d'amateurisme dans cette histoire et que le texte est suffisamment solide. Et en tout cas, ce qui fera la différence selon moi, c'est la mobilisation des gens. Donc Biprosumer, vous qui êtes ici, qui vous êtes déplacés ce dimanche, c'est un signal très important. Il y a des membres, ex-membres du gouvernement wallon ici. Je pense que ça peut vraiment changer la donne. La mobilisation des gens est très importante dans cette histoire. Premier élément, c'est de comprendre les éléments, c'est ce qu'on fait. Sur ce chapitre, avant de le refermer, François Desquesnes pour les engager. Vous dites clairement que c'est une mesure purement politique de la NVA, ce recours. C'est juste un sale coup, un coup de cochon à la veille d'eux, ou vous retenez ce principe d'équité? Quelle est votre analyse de la séquence, vous? Je pense que dans un fédéralisme moderne aujourd'hui, chacun doit s'occuper de ses oignons. Et en l'occurrence, Madame Demir, elle ferait mieux, et vous devriez lui dire, Monsieur Godfredi, qu'elle s'occupe de ses consommateurs et des problèmes qu'elle n'a pas bien encore gérés en Flandre. Ça, c'est une première chose. Alors, au niveau des engagés, on est dans l'opposition, donc on n'a pas accès au dossier. On a juste accès à l'arrêté qui a été pris par le gouvernement. On est plutôt critique par rapport au gouvernement. Ça nous arrivait à plusieurs reprises de les critiquer. Mais en l'occurrence, l'arrêté, il a été pris avec un avis du Conseil d'État qui s'est notamment prononcé sur les
éléments particuliers de cet aspect-là au regard de la directive Donc européenne. vous êtes rassurant. Et il a estimé, le Conseil d'État, c'est l'avis du Conseil d'État. Ce n'est pas les mêmes que ceux qui décident, mais c'est ceux qui donnent un avis en amont. Et en général, comme ils travaillent dans la même maison, ils s'écoutent l'un l'autre. Donc a priori, moi je serais plutôt confiant sur le texte, mais il faut être vigilant parce que voilà, le droit est une science a priori avec quelques degrés d'incertitude. On le sait, on l'a vu avec les recours qui sont introduits. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est l'extrême fermeté du gouvernement wallon. Ça veut dire des avocats qui sont au taquet sur le dossier et si par malheur l'arrêté devait être cassé, qu'on ait déjà sous la table un arrêté pour réparer et pour reconstruire de façon à ce que l'engagement pris, qui est conforme à la directive européenne, soit correctement appliqué. Ok, donc de la nécessaire anticipation. Et je retiens la glorieuse incertitude, non pas du sport, mais parfois du Conseil d'État, sait-on jamais. Alors vous pourrez poser vos questions évidemment sur ce recours tout à l'heure, si d'aventure vos angoisses n'étaient pas apaisées avec les éléments rassurants qui viennent notamment du gouvernement et donc de l'opposition. Alors l'autre gros sujet, ça ne vous aura pas échappé quand on est propriétaire de panneaux photovoltaïques, c'est la fameuse question du décrochage, des nombreux décrochages en Wallonie. Parlons du renforcement du réseau dans un instant, allons directement sur la question de l'argent et sur la question de l'indemnisation. Donc le texte qui serait sur la table, moi je fonctionne avec les données qui sont publiques, mais vous allez peut-être pouvoir actualiser avec les nouvelles données, mais que dit-on pour l'instant? L'indemnisation annuelle pourrait atteindre 440 € s'il s'agit d'une installation importante et 242 € en cas d'installation moyenne. Ce qui est plus intéressant pour nous cet après-midi, ce sont les conditions de l'indemnisation. En gros, il faudrait que l'onduleur décroche pendant 2 heures consécutives, ce qui fait dire à certains que 2 heures consécutives, c'est une mesure pour ne jamais indemniser. Si la machine redémarre, le compteur redémarre à 0. Et donc atteindre 2 heures de décrochage en continu, c'est un moyen de ne jamais indemniser. C'est vrai, Willy Boursu, ça a l'air un peu scarpe, un peu chiche, un peu tendu quand même. 2 heures en continu, ça redémarre, ça s'arrête. Vous avez tout à fait raison sur la question des 2 heures, mais est-ce que je peux situer en quelques mots le cheminement pour arriver à ce texte qui est en deuxième lecture au gouvernement, qui doit encore être éventuellement approuvé en troisième lecture avant de devenir une réalité juridique? Ce n'est pas encore définitif, donc il y a encore une marge de négociation potentielle il y a encore ou de révision. Le texte doit revenir au gouvernement, vraisemblablement la semaine prochaine, et donc la décision sera prise à ce moment-là. Le premier élément qui est essentiel, c'est d'abord, bien évidemment, la capacité des réseaux à absorber la production photovoltaïque. Le problème majeur, central, principal est l'état des réseaux et aussi l'anticipation par les gestionnaires des réseaux de distribution et par le ministre de l'Énergie du problème de la capacité des réseaux à absorber. Ce que les prosumeurs demandent ne sont pas des indemnités compensatoires proportionnelles, partielles, temporaires. Ils demandent d'abord, évidemment, que le réseau soit en capacité d'absorber l'énergie produite et aussi de voir le compteur tourner à l'envers, eu égard à cette capacité produite, bien évidemment. Alors, et on reparlera des investissements nécessaires pour que ce réseau soit... Vous savez que je suis un défenseur des prosumers depuis la première heure jusqu'à ce jour. Je veux être très transparent avec vous. Je suis confronté, et nous sommes confrontés, si je puis dire, à une double hypothèse. La première, c'est que pour obtenir un peu plus de 9,5 millions d'euros de compensation des gestionnaires de réseaux de distribution, ce fut une bataille rude dans le gouvernement, très rude dans le gouvernement. Grosso modo, et je dois être transparent, aucun des partenaires n'en voulait. Deuxièmement, il y avait donc la possibilité de dire, avec ce texte, on met le doigt pour la première fois sur la responsabilité des gestionnaires de réseau, sur le fait de dire il faut investir, il faut se mobiliser, il faut accélérer les travaux sur les réseaux pour pouvoir absorber. 3, nous ne sommes pas restés les bras ballants, puisque non seulement, si je puis dire, les gestionnaires de réseau se trouvent maintenant potentiellement responsabilisés en disant pour la première fois, vous allez devoir payer si vous n'absorbez pas l'énergie produite. Mais deuxièmement, il faut savoir que le gouvernement wallon a mobilisé 214 millions d'euros, vous m'entendez bien, de l'argent du plan de relance et de REPowerEU à destination des GRD pour les inciter à accélérer l'investissement
dans le réseau. Donc on a donc deux possibilités aujourd'hui. Si j'ai levé mon bras tout à l'heure, c'est parce que je suis favorable à ce qu'il y ait une indemnisation qui soit proportionnée. Un service n'est pas rendu, en fonction du dommage, l'indemnisation doit être celle-là. Alors, repartons 2 secondes, si vous voulez bien, oui, terminer, parce que je voudrais interpeller vos collègues, oui, mais apparemment il y a des partenaires. Je termine juste sur mon raisonnement parce qu'il est central. La semaine prochaine, on doit décider. Le texte qui est sur la table est un texte qui est totalement imparfait, j'en suis vraiment d'accord. Le meilleur texte est un texte qui lie l'indemnisation au dommage. Mais est-ce que l'on adopte un texte qui met un premier pas dans la porte en disant « les GRD, vous allez payer ici » ou est-ce qu'on n'adopte aucun texte à ce stade-ci, reportant les discussions probablement à une prochaine DPR, sachant que dans ce dossier-là, à ce stade, on verra évidemment la composition du prochain gouvernement, je dois dire que nous étions seuls à plaider cette indemnisation des GRD. Ah bah alors, ce fut, je suis franc, hein, on n'est pas interpellation alors des partenaires, si vous permettez. Oui, on n'est pas ici pour faire des matatas, moi je suis franc. Malheureusement, Philippe Henry n'a pas souhaité venir, il est représenté, mais s'il était là, il serait témoin du fait que ce fut à l'arrache dans le gouvernement. Alors attendez, Olivier Bérin, vous qui êtes écolo, est-ce qu'il n'y a pas un problème, à tout le moins, dans la priorité ou dans la manière d'annoncer les choses? Effectivement, Philippe Henry disait à l'époque « Je suis favorable à une indemnisation des détenteurs de panneaux qui sont confrontés au décrochage, mais en dernier ressort ». Et donc l'enjeu est effectivement que le GRD soit à niveau et que l'indemnisation vienne dans un temps 2. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur de priorité ou une forme de lenteur telle que suggérée par votre voisin? Non, dans le sens où c'est la demande du représentant très compétent qu'est Biprosumer des intérêts des producteurs photovoltaïques. C'est la demande des producteurs eux-mêmes, je pense, et en tout cas c'est ce que Biprosumer avait mis sur la table, c'est de dire la priorité, la grande priorité, c'est de moderniser les réseaux. Je pense que personne n'a envie d'avoir un décrochage et de, pour cela, ensuite, avec une procédure à mettre en place, etc. Les mauvaises langues diront que ça n'a pas été fait. Donc la priorité, mais ça la n'a pas été priorité fait. des priorités, c'est celle-là. Et c'est un droit, d'ailleurs. Je pense que c'est important de le rappeler. Vous avez droit, nous avons droit à avoir un réseau fonctionnel. C'est le devoir des GRD de le mettre en place. Alors après, c'est aussi pour ça qu'on met en place cette indemnité, parce que pour faire valoir ses droits, ça aurait demandé de passer devant un tribunal, de lancer toute une procédure juridique de façon isolée, avec des avocats, etc. Personne n'a envie de ça, évidemment. Ce n'est pas votre job de le faire, on n'a pas envie de vous mettre ça sur les épaules non plus. Et donc c'est aussi pour ça que cette indemnité est mise en place. C'est d'une part pour qu'il y ait une juste indemnisation du dommage, mais aussi pour mettre la pression sur les GRD. Alors je viens au PS après sur la pression sur les GRD, je voudrais qu'on... Mais si je peux juste réagir à ce que M. Borsu dit, je trouve que c'est quand même pas très correct. Déjà, monsieur... Non, c'est le ministre Henry qui a mis sur la table du gouvernement cette indemnité en tant que ministre de l'énergie. C'est le ministre Henry qui a mis sur la table du gouvernement les 200 millions dans le cadre du plan de relance. Et donc, venir dire ici, et donc moi j'ai répondu de façon avec beaucoup de plaisir et d'honneur à la demande de Biprosumer de venir représenter Écolo ici, je trouve que la façon dont vous présentez les choses en faisant comme si d'une part le ministre Henry n'avait pas souhaité être là ou n'avait pas osé être là, et d'autre part en vous faisant le chevalier blanc de cette cause, alors que c'est quand même le ministre de l'énergie qui a mis tous ces dossiers sur la table du gouvernement, je ne trouve que ce n'est pas très correct de votre part. Alors attendez, si vous permettez, parce que je vois que l'opposition, et je mets Biprosumer dedans, veut évidemment intervenir. Je voudrais qu'un dernier partenaire s'exprime au PS. Alors vous êtes de quel camp? Vous êtes un borsuien qui avait compris la priorité? Ou vous êtes un écolo supposé qui a traîné? Vous vous situez où alors dans la prise de conscience? On va essayer de les départager. Non, en fait, le problème, c'est qu'il n'existe actuellement pas de cadastre, clairement, de décrochage en Wallonie, sauf ce que Biprosumer a mis en place, qui est dans ses débuts. Je pense qu'il faut travailler sur deux séquences. La première, c'est effectivement à court terme, et c'est toute cette question des dédommagements, parce que je pense qu'il doit y avoir dédommagement des prosumeurs. Le chiffre vous convient d'ailleurs, 44 € du KVA, c'est ce qui est sur la table. Ça vous convient ou c'est pas suffisant? Si je me retourne vers notre collègue de tout à l'heure, je pense qu'on est largement au-dessus de ce que la Flandre, par exemple, a donné, a prévu dans ses dédommagements. Par contre, il est clair
qu'il faut, au-delà des dédommagements, il faut qu'il y ait des investissements massifs dans nos réseaux. Parce que tout dédommagement, tout euro qui part dans le dédommagement, inévitablement ne part pas dans l'amélioration du réseau, et on sait que c'est hyper important. Donc il y a ce court terme auquel il faut pouvoir répondre, évidemment, et il y a derrière ces réseaux sur lesquels il faut investir, c'est indiscutable. Et au-delà des dividendes dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense, alors il y a les 214 millions dont le ministre a parlé, c'est une réalité, mais il faut aller bien au-delà, et la Wallonie a des responsabilités par rapport à ça. On pourra en parler avec Orez, que j'ai contacté d'ailleurs jeudi, qui disait être suffisamment outillé en termes de budget pour la prochaine période d'investissement. Mais évidemment, Orez dépend en partie des pouvoirs publics. Donc dans quelle mesure cette parole était libre ou pas, point d'interrogation. Mais Orez, en tout cas, m'a dit être outillé sur le plan financier. François Desquesnes, je vous vois bondir depuis quelques minutes. Vous représentez les engagés. D'abord sur les 5 ans écoulés, sur la volonté d'équiper le réseau et de le mettre aux normes, on est d'accord. Mais est-ce que le travail a été fait suffisamment rapidement pour vous dans les 5 années écoulées? Il vous reste 15 jours de législature. Si on vient bien d'écouter ce que vient d'exprimer le représentant du maire, le représentant d'Écolo et le représentant du PS, ils viennent nous dire tout ce qu'il aurait fallu faire pendant 5 ans et qu'ils n'ont pas fait. Ce matin, je préparais le débat, pardon. Le débat, et je suis tombé sur la petite vidéo de Damien Ernst. Et qu'est-ce qu'il dit, Damien Ernst? Il dit en gros, en région wallonne, on court comme une poule sans tête parce que face à l'arrivée de l'installation massive de panneaux photovoltaïques, le renforcement du réseau a été complètement laissé sur le côté. Et donc, la conséquence, c'est évidemment la situation dans laquelle on arrive. Aujourd'hui, on en est à débattre d'un système de compensation. Mais moi, j'ai été retourner les questions que j'avais adressées, singulièrement au ministre Philippe Henry, qui avait la charge de l'énergie. Pourquoi il n'y a pas de déploiement massif des compteurs communicants en Wallonie pour identifier quels sont les endroits avec difficulté? Parce que si on ne sait pas où on doit investir, ça ne sert à rien. Il y a une cartographie qui existe en ce moment, mais qui est dépendante des compteurs communicants. Le débat sur le déploiement des compteurs communicants, c'était il y a 5 ans, quand le gouvernement s'est mis en place, et ils ont dit non, on ne fait rien, on va y aller à la demande. Alors qu'on a besoin d'avoir une vision claire pour savoir où on doit faire les investissements. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les investissements, ils ont été promis, effectivement. Dans le plan de relance, 200 millions ont été inscrits en juin 2021. Quand est-ce que l'argent a été donné au GRD pour investir dans les réseaux? Les arrêtés de subvention, c'est novembre 2023. Il a fallu plus de 2 ans au gouvernement wallon pour transposer une promesse d'investir dans le réseau, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage, parce que c'est là qu'il est le problème. Eh bien, cette promesse, elle vient seulement d'être concrétisée après 4 ans, et c'est du temps perdu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y aura du soleil, on aura des problèmes en Wallonie. Alors évidemment, je voudrais que tout le monde puisse réagir, mais par souci d'équité, on va continuer le tour de table. Régis, vous fermerez, vous clôturerez ce chapitre, mais au PTB, Antoine Herman, dès lors que... Oui, effectivement, c'est pour ça que, par souci d'équité, on va continuer ce tour de table avant les réactions ping-pong. Donc, dès lors que ce réseau n'a pas ou n'aurait pas été suffisamment renforcé, est-ce que l'indemnisation, le texte sur l'indemnisation, le montant de l'indemnisation et peut-être un travail sur une indemnisation proportionnelle, est-ce que c'est pour vous la priorité, à défaut d'avoir un réseau qui est optimal? Ben oui, je pense que c'est normal. Si les gens investissent, ils s'attendent à ce que l'énergie fournie soit celle qu'ils avaient prévue. Donc ça, c'est évident qu'il faut une indemnisation. Alors, concernant les conditions d'indemnisation... Les 2 heures consécutives, notamment de décrochage. Oui, mais on parle aussi de prévenir son GRD. Et que s'il n'y a pas de modification, s'il ne renforce pas localement dans les 4 mois, on peut ensuite parler d'indemnisation, donc c'est une barrière supplémentaire. Alors l'état du réseau électrique est un peu comme l'état du réseau des routes. Donc il y a vraiment un sous-investissement dans tout ce qui est infrastructure publique. Donc le réseau électrique n'est qu'une seule partie du sous-investissement. Et nous, on regrette que les différents gouvernements, précédents aussi, dans lesquels étaient les engagés, n'ont pas suffisamment investi dans les infrastructures publiques. Alors maintenant, on parle de 214 millions d'euros d'investissement. J'entends M. Borsu qui renvoie la balle au GRD. Mais il va falloir 4 milliards chez Orez, 1 milliard chez RESA pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés en matière d'énergie verte. Et donc ça va demander des investissements
très important. Est-ce qu'on très, peut très admettre que important. Et c'était pour le moment, imprévisible 100 000 prosumeurs en plus l'an dernier à Nonsores. Est-ce qu'on peut admettre que tout le monde, quelle que soit la majorité, vous auriez été dedans, que tout le monde aurait été dépassé par le volume de prosumeurs? On peut admettre ça ou pas du tout? donc, c'est vrai qu'il y a une augmentation, mais cette augmentation elle est prévue depuis longtemps. Il y a longtemps qu'on doit faire cette transition énergétique. Très longtemps. Le PTB le dit dans toutes les langues, il faut prévoir beaucoup plus d'argent pour des investissements massifs pour la transition, que ce soit la transition énergétique ou dans d'autres domaines également, la santé, etc. Alors je me mets dans un coin de la tête la C'est une question conversation sur fiscale après, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais Il y a deux conversations après sur les dividendes reversés aux communes, effectivement, et sur aussi le rôle des communes dans l'installation très pratique des cabines, sur les lenteurs administratives. Régis François, la parole à Biprosumeur, puisque vous représentez le public qui est là. Est-ce que ce principe d'indemnisation et les différentes conditions, notamment les 2 heures qui sont les plus emblématiques, est-ce que c'est un principe que vous acceptez, vous, en tant que biprosumeur? Ou ce texte, vous le dénoncez aujourd'hui? Alors, pour répondre à la Texte qui n'est pas question de encore savoir défini. si je l'accepte ou pas, ce que je n'accepte pas, c'est que depuis le 1er janvier de cette année, les gens qui sont ici et d'autres, ailleurs, partout en Wallonie, payent un tarif prosumeur à 100%. Ils ne sont plus remboursés en partie du tarif qu'ils doivent payer. Ils payent pour un réseau qui ne fonctionne pas, dans lequel on n'a pas suffisamment investi et dans lequel, en fait, on veut donner simplement une aumône au niveau véritablement de l'indemnité. Il faut savoir un petit peu, moi j'écoute ici parler tout le monde. J'écoute vraiment parler tout le monde. Je comprends que la situation soit évidemment difficile au niveau du gouvernement. 120 000 nouvelles installations, c'est énorme, uniquement l'année passée, mais ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. C'est-à-dire que le problème, chaque fois qu'on a mis un moratoire, on a eu des pics, il fallait s'y attendre, évidemment. Et ce moratoire, c'était quoi? La fin du compteur qui tourne à l'envers, puisque depuis le 1er janvier de cette année, toute nouvelle installation, vous n'avez plus le compteur qui tourne à l'envers. J'écoute aussi, et il faut le savoir d'un autre côté, dans le cadre des négociations, alors c'est pas vous, monsieur Léonard, mais il faut quand même reconnaître que les personnes au niveau du Parti Socialiste autour de la table, ces gens ont le droit de savoir, vous étiez prêts à donner 50 €. Ah ben réponse du berger à la bergère. Donc oui, mais il n'y a pas de ou. Non mais attendez, laissez-le On a des répondre. Alors Laurent positions, Léonard. Monsieur Léonard n'était pas autour de la table. Ok, donc ce Je dis chiffre-là, vous ne juste pouvez que pas le là, confirmer, l'infirmer. Ok. On a quand même ici un véritable problème, c'est que on va tenter de donner une indemnité, mais attention, il va falloir que vous décrochiez pendant 2 heures consécutives. Les gens, ce qu'ils demandent, c'est un réseau qui fonctionne. Nous, ce que nous demandons, en plus de cela, vous décrochez pour 10 minutes, vous recevez une indemnité pour ces 10 minutes, vous décrochez pendant 248 heures sur votre année, vous avez une indemnité pour 248 heures. C'est clair, c'est limpide, c'est simple. Donc ça, c'est la demande. Vous avez évoqué, Régis François, le tarif prosumeur. J'oublie 2 petites secondes la question sur les décrochages, mais sur le fameux tarif prosumeur, Willy Boursu, j'ai entendu beaucoup ça dans la salle en me promenant tout à l'heure. La majorité, dans sa déclaration de politique régionale, avait dit que le tarif prosumeur serait assumé intégralement pendant les 5 ans, pendant l'intégralité d'eux. Et puis on voit qu'aujourd'hui, la prime a diminué jusqu'à disparaître complètement. Donc est-ce que là, il y a une mauvaise compréhension de la déclaration de politique régionale, où il y a une promesse qui a été tordue ou revisitée par après? Quelques explications à ce propos-là. Donc, nous avions adopté un texte qui, effectivement, compensait complètement les 5 ans concernés. Ce texte a été bloqué totalement par le Conseil d'État, estimant que le gouvernement n'avait pas le droit de décider de cette mesure, la responsabilité tarifaire étant celle de la COAP. A vraiment notre corps défendant, et vraiment malgré la volonté, puisque c'était un élément important de l'accord du gouvernement. Et donc vous comprenez que ce soit perçu comme un revirement de parole. Attendez. Indépendamment de cela, nous avons cependant décidé, sur budget régional, d'une intervention qui a couvert 2 années complètement, les années 2020 et 2021. On a compensé à concurrence de 100% le tarif d'injection, le tarif prosumeur, et à concurrence de 54% pour les 2 années qui ont suivi. Ça a représenté un budget total de 221 millions d'euros pour la région wallonne. Parce que nous avons effectivement pris en charge au niveau du budget régional cet élément-là. Le fait donc d'avoir les 5 ans
a été tenté avec une vraie détermination. Je tiens l'ensemble, évidemment, des textes à disposition. Mais malgré cette difficulté absolument majeure du Conseil d'État, nous avons fait le choix d'affecter au total 221 millions d'euros, ce qui a constitué les paliers que vous avez observés et dont vous avez bénéficié pendant 2 ans, puis avec les paliers que je viens d'indiquer et qui malheureusement a aujourd'hui disparu. Alors je reviens au renforcement du réseau, cette transition énergétique dont on parle beaucoup, l'argent nécessaire pour que les GRD puissent mettre le réseau à niveau. Mélangeons rapidement toutes les conversations. Laurent Léonard, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est le rôle majeur et le rôle de frein parfois des communes qui sont les actionnaires des GRD et qui ne seraient pas prêts à renoncer aux différents dividendes, certains sous le manteau, alors même je sais qu'il y a à dire que c'est très rentable d'être actionnaire d'un GRD et que c'est un frein en soi. Alors c'est poujadiste ça de dire que ce dividende reversé pris entièrement par les communes freine la transition énergétique, c'est poujadiste ou c'est réel? Alors, il serait évidemment préférable que toutes ces sommes, ces dividendes, donc ces boni qui sont réalisés par les gestionnaires de réseau, soient investis directement dans ces mêmes réseaux. Ça, je pense que personne ne pourra ici dire le contraire. Par contre, c'est amusant parce que d'un côté, on est évidemment au niveau du Parlement wallon, et donc on a une vision plus macro, mais nous sommes tous indirectement, chacun dans nos communes, et on sait, et moi je veux bien que le débat soit posé, et j'en serais même ravi, mais on sait pertinemment bien que dans une intercommunale, que ce soit Orez, que ce soit Reza, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, les communes ont des parts différentes. Et donc, il y aura... Les enjeux ne sont pas les mêmes. Avec des enjeux différents et avec des investissements qui pourraient être différents. Par ailleurs, je rappelle quand même que ce qu'on ne... Allez, si les communes perçoivent des dividendes, je connais peu de communes qui thésaurisent. On est tous bien d'accord aussi là-dessus. Il y a à chaque fois des services qui sont rendus derrière, puisque les budgets communaux sont à l'équilibre. C'est le principe. Il y en a même qui sont fortement en déficit aujourd'hui. Et donc, inévitablement... L'enjeu, ce n'est pas de financer les routes, c'est de financer la transition énergétique et le renforcement du réseau. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les communes gardent leurs dividendes, ou certaines souhaitent garder leurs dividendes, c'est parce que derrière, il y a d'autres services qui sont imposés par ailleurs, que ce soit les RIS, que ce soit la police, etc. Tout le monde en veut plus. Et c'est normal, mais qui ne le sont pas. Et donc, c'est un mécanisme finalement, c'est le chien qui se mord la queue, et cet argent, inévitablement, il faudra le récupérer quelque part. Et c'est pour ça que, très clairement, et j'insiste vraiment là-dessus, une des priorités au niveau du Parti socialiste, c'est de se réapproprier les matières de l'énergie, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la fourniture et au niveau de la gestion du réseau de distribution. Ça permettrait probablement de financer différemment les réseaux. On va juste faire un tour de table là-dessus, puisque vous avez effectivement chacun des communes que vous incarnez, que vous représentez, au PTB, Antoine Herman. Vous demandez aux communes de prendre l'argent, puisque ça finance des services publics, ou de revoir à la baisse leur desiderata? Mais comme dit mon voisin, c'est effectivement le serpent qui se mord la queue. Je viens de la Louvière, je suis conseiller communal là-bas. Et oui, les dividendes des intercommunales, c'est un paquet d'argent. C'est un paquet d'argent. La question, c'est pourquoi est-ce que les factures d'énergie financent les communes? Finalement, on peut quand même se poser la question. Y a-t-il pas moyen, voilà, via la région wallonne, de revoir un mécanisme en augmentant éventuellement le fonds des communes, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que on le voit au niveau des familles, on ne peut pas, donc on va avoir besoin d'une masse d'argent, je l'ai dit, 4 à 5 milliards d'euros dans les prochaines années. On ne peut pas aller chercher dans la poche des familles qui ont connu des augmentations de factures énormes. Les communes, on l'a dit, sont exsangues, on le voit bien. Et donc, les GRD, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et donc, il y a finalement quelqu'un qui va devoir payer cette transition énergétique. Comment peut-on accepter, pour moi, c'est une source de colère. Comment on peut accepter que des Engie, que des Total font des milliards de bénéfices? Ils sont à l'autre bout du fil finalement. Ils sont à l'autre bout du fil électrique. Il y a un secteur là, qui fait énormément d'argent et tout un réseau qui a besoin de beaucoup d'argent pour être rénové. Et donc avec le seul investissement public, ça ne servira pas. De ce secteur-là,
pour refinancer, j'entends bien mon collègue du PS qui dit oui, il faudrait un grand secteur public de l'énergie, je le rejoins. Voilà, il n'y aura pas d'autre alternative que de passer par un secteur public de l'énergie pour avoir justement cet argent pour investir massivement. Alors, c'est notre alternative. Il y a l'argent, mais il y a aussi le délai. Je viens vers Écolo. Olivier Bierin, donc on parle de gros montants pour cette transition énergétique. Je donne un chiffre qu'Ores communiqué pour la période 2025-2029. Le besoin pour la modernisation du réseau est d'1,9 milliard. Première question, est-ce que cet argent, on l'a, oui, non? Deuxième question, est-ce que le gouvernement wallon met une date? Est-ce qu'il y a une pression de l'agenda? Où c'est Kipra, quand c'est Kipra? Est-ce qu'il y a une pression en termes de temps? Mais d'abord, je voudrais répondre à la même question que celle qui a été posée à mes collègues et pour laquelle je suis un des seuls, je pense, à avoir levé la main tout à l'heure sur la fin des dividendes aux communes. Ou une réduction, fin ou réduction. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la mission des GRD de financer les communes. Et donc, du jour au lendemain, on doit pouvoir arrêter cela et c'est la responsabilité du gouvernement wallon, également de l'État fédéral, qui a mis beaucoup de charges sur le dos des communes ces dernières années, de trouver des compensations. Donc, une partie des ressources doivent provenir de cela. Et alors, je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'efficacité de la gestion des GRD de manière générale. Et là, c'est pour ça que je n'ai pas levé la main quand on a proposé de les fusionner, parce que je pense que ça n'a pas d'intérêt si on reste dans un modèle intercommunal. Si c'est pour que Ores gère l'ensemble du réseau sur la Wallonie, je ne pense pas qu'on va vers une amélioration. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est une société régionale avec un contrat de gestion, avec des objectifs, avec des critères de réussite, avec ce qu'on appelle dans le milieu économique des KPI à respecter, etc. Et des commissaires qui ont des objectifs, des indicateurs. Voilà, des indicateurs de réussite, avec des commissaires qui ont des compétences d'évaluation, de gestion pour aller vérifier que tout cela est bien fait. Mais si on fusionne simplement les GRD dans le modèle actuel intercommunal très bureaucratique, avec en plus, on continue à verser les dividendes aux communes, je ne pense pas que ça va résoudre la question de l'investissement dans les réseaux. Je demande à Willy Boursu après s'il se bat avec vous pour ça, aux engagés. François Dequesne, vous vous battez pour ça, une société régionale, pour sortir de ce modèle de l'intercommunal. François Dequesne, peut-être d'abord, vous vous battrez pour ça, et puis Willy Boursu, oui, pour voir si là il y a un accord de majorité potentiel. Donc, soyons très clairs, le réseau de distribution de l'énergie, il doit être dans les mains des pouvoirs publics. C'est une question de souveraineté. Alors historiquement, ce sont les communes qui ont construit ça. Mais la logique aujourd'hui, c'est de ne plus avoir qu'une seule entreprise publique à l'échelle du territoire wallon. C'est pour ça que nous sommes favorables à une fusion des GRD et aussi pour les communes, qu'on leur dise, comme c'est d'ailleurs le cas pour la Wallonne des eaux, il n'y a plus de dividendes qui est versé sur la distribution d'eau. Les communes auront le choix, soit elles revendent leur part à la région et après elles font ce qu'elles veulent de leur argent, elles l'investissent dans des infrastructures ou dans d'autres placements. Ça, c'est un choix d'actionnaires qu'elles font. Ou elles acceptent, ou elles disent non, on veut rester propriétaire de notre partie de réseau. Mais dans ce cadre-là, elles doivent accepter que l'intégralité de ce qui est dégagé comme marge serve à moderniser le réseau et à réinvestir. D'autant plus que depuis quelques années, le gouvernement précédent, celui de Charles Michel au fédéral, a taxé les intercommunales. Ça veut dire que non seulement sur notre facture d'électricité, on doit payer le service public, mais quand les intercommunales font du bénéfice pour redistribuer des dividendes à leurs actionnaires communaux, il y a 25% qui part à l'État fédéral. C'est-à-dire, en réalité, une augmentation de la facture finale pour les clients. Et ça, c'est absolument incompréhensible. Willy Boursu, vous restez dans quel modèle, vous? Imaginons que vous ayez les leviers demain et la main, vous restez dans quel modèle? Je serais tout d'abord très heureux d'avoir les leviers de l'énergie dans mes compétences par hypothèse à l'avenir. Tout est virtuel ce soir. On a vu que depuis 10 ans, je me souviens de débats avec Carlo Di Antonio ici même, je me souviens de débats avec Jean-Luc Ruc à l'époque, et puis avec Philippe Henry, on voit que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui est à bout de souffle. En ce sens qu'il n'a non seulement pas la capacité pour une partie d'assumer ce que l'on vient de décrire avec les décrochages, mais il connaît aussi d'autres problèmes. Par exemple, l'incapacité de déployer les bornes de recharge électrique et bien d'autres encore. Donc moi, je suis favorable effectivement à la fusion des réseaux depuis longtemps, d'une part. Donc à la création d'une société régionale. D'autre part, dans un outil qui soit un outil efficace, un outil qui va permettre d'avancer en la matière.
le modèle qui consisterait à dire ça va être public, donc ça va être bien, vous m'excuserez, je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, un vrai contrat de gestion avec des vrais indicateurs de performance, un partenariat public-privé, et effectivement, il y a des gains d'efficience lorsque on rassemble un certain nombre de structures. On vient d'évoquer la Wallonne des Eaux par exemple, et le fait de pouvoir rassembler les GRD dégage un certain nombre de marges. Mais n'éludons pas le fait que ce soit via un modèle ou l'autre, on va gagner effectivement une part d'efficacité. Par contre, les enjeux budgétaires, la mobilisation de ressources, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient acceptées dans le cadre de la structure tarifaire par la Coop, va être un débat incontournable. Donc c'est intéressant pour vous, biprosumeurs et électeurs, de comprendre qu'ici, certains partis sont favorables effectivement à une gestion des réseaux. Tout l'enjeu sera de voir au lendemain des élections qui va effectivement mettre ça en œuvre assez rapidement. Régis François, vous défendez des abonnés venant d'un peu partout. Vos membres sont membres un peu partout. Cette différence de traitement, d'équité entre Ores et Resa, pour prendre les deux plus gros, vous la sentez? Vos affiliés sentent ça réellement, cette différence de traitement, de perception et de rythme entre les GRD? Je ne pense pas, parce qu'en fait, les membres ici, et ce qui est communiqué, ou les personnes qui ont des panneaux, vous savez, je vais utiliser l'image, c'est un peu, allez, j'utilise une image difficile, hein, c'est un peu comme les cocus, hein, c'est les derniers au courant, si nous on ne les tient pas au courant de ce qui se passe dans les cartes, ils ne le savent pas. Hein. J'entends parler d'1,9 milliard, j'entends parler de 2 milliards, moi ma question, elle est simple, qui va payer? Parce que tout va être répercuté sur les factures des citoyens, inévitablement. Moi, je ne peux, mais à mon petit niveau, que demander une chose, et je ne vois pas d'autre alternative avec les quantités astronomiques d'argent que l'on va devoir investir dans le réseau de distribution. Mais je vous dis, des quantités astronomiques, c'est une montée au capital des GRD de la région, en créant de la dette. On ne saura pas faire autrement, sinon on va devoir automatiquement répercuter sur la facture des citoyens. Je vais vous raconter une anecdote. La nouvelle méthodologie tarifaire 2026-2030, on a un comité de direction d'Ores qui, après moult palabres avec la Coop, donne son accord. Donc ils sont d'accord avec la nouvelle méthodologie tarifaire. Le comité de direction que je respecte beaucoup parce que ce sont des gens qui font tourner la boîte au quotidien, au niveau vraiment des hautes sphères de chez Ores, et ils font un travail, je pense, exemplaire, réellement. Mais derrière ça, on a le conseil d'administration, c'est-à-dire essentiellement des élus des communes et autres, qui sont allés déposer un recours contre la méthodologie tarifaire au prétexte que les communes risquaient de se voir privées d'une partie de l'argent. La facture d'électricité ne doit jamais être une feuille d'impôt. Aujourd'hui, elle l'est tout le temps. Et c'est inacceptable. Alors un mot sur le chiffre. Comme ça, les choses sont claires. Puis je vous propose d'avancer dans la conversation. Mais pour qu'on se cale sur un chiffre, le milliard 9 nécessaire pour la période 25-29, montant donné par Ores, ce milliard 9, on l'a pas. C'est tout simple. Qui est dans la majorité? Olivier Bierin, on l'a ce montant ou on l'a pas? Le milliard 9. C'est tout simple. On l'a ou on l'a pas. Les travaux se font pas. Mais je pense que la question a bien été posée par Régis, c'est-à-dire que soit c'est financé par la facture, soit c'est financé par de l'endettement, une montée au capital. Mais dans ce cas-là, alors, à un moment, il y a quand même quelqu'un qui paye. Et donc, ce serait via, in fine, les impôts des citoyennes et des citoyens. Donc, je pense que, d'abord et avant tout, il y a une question d'efficacité dans la gestion qui doit se poser, avec les éléments qu'on a mis sur la table un peu plus tôt, pour que cet argent il soit utilisé le mieux possible et qu'il en ait besoin du moins possible. Et par rapport à cela, voilà, j'entends qu'il y a eu des grands discours qui ont été prononcés. Je n'ai pas l'impression que dans les conseils d'administration, ce soit relayé à ce stade par les nombreux bourgmestres des partis traditionnels. Alors avançons encore, nous avons encore peut-être 10-15 minutes de conversation avant les questions pour éviter que tout ça ne soit trop fastidieux pour l'ensemble. À propos des communes, très rapidement, du coup, au PS Laurent Léonard, tout le monde le dit sur le terrain, les communes freinent, les permis d'urbanisme sont lents, donc renforcer un réseau, ça veut dire construire une cabine électrique. Ça représente un coût, certes, mais ça nécessite des autorisations. Le terrain semble dire que dans les communes, on est lent, on n'a pas les outils, que l'administratif est lent, on prend du temps et qu'il n'y a pas les outils nécessaires pour accélérer l'ensemble. Donc pourquoi les communes traînent-elles à ce point quand on veut renforcer le réseau? Ça, c'est très concret, très pratique. Je ne pense pas que toutes les communes freinent pour renforcer le réseau. Par contre, c'est vrai qu'en Belgique, il faut admettre,
et c'est dans tous les secteurs, hein, de l'associatif, hein, un peu partout, cette manière d'alourdir, hein, l'administratif. Mais comment la lever alors au niveau de la région? Comment lever cette lourdeur? Ce que je pense profondément, c'est qu'ici, on a le plan Air Climat Énergie pour 2030, on sait vers quoi on veut aller. Je pense qu'il faut clairement fixer les règles et surtout tenter de ne plus les modifier et le moins possible, pour que les choses soient claires pour tout le monde et qu'on puisse avancer et surtout avoir une vision et avancer dans le temps. Je pense que c'est vraiment ça qui pourrait en tout cas nous aider demain et se mettre tous d'accord pour justement essayer de limiter ces lourdeurs. Tout le monde est d'accord sur ces lourdeurs administratives, hein, sur le fait de les réduire au maximum. Donc voilà, faisons-le. Alors on a un mot à se dire aussi, et désolé c'est sans doute un peu technique, mais sur ce qu'on appelle la tarification incitative de 2026. Régis François, je vais vous demander de faire 2 secondes de pédagogie là-dessus. Donc dès 2026, le consommateur aura le choix d'adopter la tarification incitative qui implique la facturation de plusieurs plages tarifaires. Donc en gros, à chaque moment de la journée, les horaires seront différents, vos horaires de prélèvement seront différents. Que veut dire tarification incitative? Et puis on en débat politiquement. Que veut dire ce nouveau système qui va impacter les prosumeurs? Oui, voilà. Alors, d'abord, une chose hyper importante. En 2026, cette tarification incitative, elle sera optionnelle, pas obligatoire. Donc, je rassure déjà les personnes ici. Vous pourrez conserver du tarif uni-horaire, du tarif bi-horaire, ou si vous le souhaitez avoir, à ce moment-là, aller vers de la tarification dite incitative. Donc, en effet, vous payerez les frais de réseau à des montants différents en fonction de votre prélèvement dans le courant de la journée ou de la nuit. Il y aura 5 plages différentes. Soyons clairs, ça va devenir intéressant de passer à la tarification incitative si on a des panneaux et si on commence doucement à mettre des batteries. Vous allez pouvoir charger de l'électricité à un moment donné, pendant la nuit, au moment où les coûts de réseau seront clairement les moins chers, pour finalement s'en servir le matin ou le soir, là où on va quand même passer à un coût d'électricité en termes de ratio, à 1 la nuit, jusqu'à 5 dans la période de la soirée. Hein. Donc ça va quand même avoir des conséquences. Alors, mais pas tarifaire pour vous. Hein, c'est là que le casse-tête commencerait. Je voudrais votre avis là-dessus, Antoine Herman au PTB. C'est que cette grille tarifaire des GRD ne sera pas forcément alignée sur les horaires des fournisseurs d'électricité. Donc pour le caricaturer, je pourrais très bien d'un point de vue GRD être blanc, mais d'un point de vue fournisseur être rouge. Pas grave ou grave? Ah oui, vous avez tout à fait raison. Et donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement wallon a introduit le tarif dynamique, qui est justement côté fournisseur. Donc imaginez-vous la tarification quart d'heure, plus la tarification dans différentes plages horaires pour les GRD, c'est à ne plus rien comprendre. La facture va être complètement incompréhensible. Et donc pour nous, il est évident que le problème de l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en énergie est une question de planification au plus haut niveau à partir de la Belgique tout entière pour trouver des solutions pour tout le monde. Ce n'est pas un problème individuel. Et c'est ça que le gouvernement wallon, et en particulier le ministre Henry, a voulu nous faire passer comme message. C'est un problème individuel. Il faut que les gens aussi, avec le gros doigt, il faut que les gens ça. Mais c'est un problème politique, c'est un problème de planification avec les entreprises sur l'entièreté du territoire. Et donc nous, on n'accepte pas du tout ça, Et je voulais juste réagir par rapport à ce qu'on a dit sur l'endettement de la Wallonie pour renforcer le réseau tout à l'heure. Je veux dire, c'est aussi les élections européennes. L'Europe jusqu'ici interdit aux États de s'endetter davantage. Et donc on va avoir des vraies difficultés. Il parle au niveau européen, donc aussi, on parlait d'une taxe carbone de 243 € sur les familles. Au niveau fédéral, d'une taxe sur l'énergie, la fin du tarif social, l'augmentation des tarifs d'Elia, 78% en plus. Au niveau wallon, augmentation des tarifs de distribution d'énergie qui seront annoncés au mois de novembre. Bref, on voit que ce qui va peser sur les épaules des familles en termes de factures et en termes d'organisation avec ces plages horaires est pour nous insupportable. Il est temps vraiment d'aller vers un tout autre modèle. Ah oui, alors n'ajoutez pas des chiffres aux chiffres parce que c'est déjà compliqué. Effectivement, Willy Borsu, qu'est-ce qu'on peut faire si les tarifs GRD ne seront pas les tarifs des fournisseurs et qu'on n'a pas de parfaite symbiose entre les plages tarifaires? Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est subir? Quel est le plan? Deux éléments de réaction, si vous le voulez bien. Le premier, globalement, sur
la production d'énergie et l'alimentation. Il y a une différence assez fondamentale entre mes convictions, celles de ma famille politique et celles de la plupart des autres familles politiques, c'est que nous sommes pour le maintien du nucléaire, pour la prolongation de celui-ci, ainsi que pour le lancement, à moyen terme évidemment, de nouvelles unités de production nucléaire. Il est très clair que dans notre schéma, sans cette énergie décarbonée qu'est le nucléaire, le modèle ne fonctionnera pas à l'avenir. Deux. Qui dans vos collègues est d'accord? Levez simplement la main pour voir si vous partagez ce positionnement de Willy Boursu. Juste pour repréciser à Willy, qui a une très bonne mémoire, en 2003, la loi de sortie du nucléaire, elle a été votée par la même majorité qu'actuellement au Parlement wallon, PS, MR, Écolo. Ça, c'est la réalité, Willy. Et donc, il faut ramener la réalité à son juste... à sa juste... Donc, à la voix d'aujourd'hui et l'historien à côté. François, je pense qu'on peut quand même ajouter... Laissez Willy Boursu réagir et puis c'est à vous, Olivier. Juste un petit mot pour terminer mon propos. François, tu as raison, tout le monde le sait. C'était il y a 20 ans, le schéma énergétique est complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Ne dis pas que tu es le seul à le défendre, tu nous as rejoints, c'est très bien. François. C'était il y a 20 ans. François, c'était il y a 20 ans dans un modèle énergétique complètement différent. Et si j'ai bonne mémoire, il y a eu quelques compositions de gouvernement fédéral depuis, dont vous faisiez partie, mais tel n'est pas le but. Les gens qui sont en face de moi sont ici pour voir quelles solutions nous avons maintenant et pour le futur, pas pour faire la relecture historique que tu viens de faire. Mais je termine. Alors, parce que tu as dit que tu étais le seul. Je termine. Je me permets de le redire, je me permets de le redire, la sortie, vraiment la volonté de prolonger le nucléaire, de prolonger les centrales et d'en prolonger encore d'autres, je vous prie de m'excuser, c'est quand même un élément très fort de notre conviction, de notre expression et de notre combat depuis un certain nombre d'années. Mais je termine sur Olivier ce Bierrin point-là. dans la majorité aussi. Je termine sur sur le ce point-là. Il est clair que sans ça, on va alors assommer la population de toute une série de systèmes qui sont impraticables ou très marginalement. Que l'on soutienne on devra se faire un débat sur la relance des réacteurs nucléaires. À mon avis, on est reparti que l'on pour une heure soutienne aussi. de façon optionnelle les possibilités d'activer, pour ceux qui en font le choix, qui en ont la possibilité de déplacer une partie de leur production, tant mieux, mais c'est effectivement dépendant de beaucoup de situations qui sont parfaitement différentes et aussi du choix des gens. Réplique sur le nucléaire, Olivier Bierrin. Je pense que vous ne serez pas d'accord à mon avis, mais j'anticipe pas la réponse. Je veux juste faire remarquer que de 2003 à 2020, il ne s'est quand même pas passé grand-chose, avec y compris des ministres fédéraux et maires de l'énergie, et que c'est une ministre Groen qui a prolongé 2 réacteurs nucléaires sous cette législature. Mais par ailleurs, ajoutons quand même que pour le futur, ajoutons quand même que pour le futur, tous les experts, y compris l'Agence internationale de l'énergie, sont d'accord sur le fait que le renouvelable est 2, 3, voire 4 fois moins cher que de nouvelles capacités nucléaires. Et donc même d'un point de vue purement économique, il me semble que ce serait une erreur de tout miser sur le nucléaire, alors que ce qu'on sait qu'il faut faire, c'est l'intérêt de ce débat, c'est que chacun puisse donner sa position. Développer beaucoup plus le renouvelable, c'est le moins cher, ça ne pose aucun problème en termes d'approvisionnement de carburant, d'uranium. Et oui, et ça ne pose pas de problème de sécurité non plus. Dernière chose, messieurs, s'il vous plaît, dans le public, oui, dernière chose. J'aurais voulu aussi aller à l'encontre d'une intox du PTB. Je veux dire, c'est ni la première fois ni la dernière fois qu'ils en font sur ce dossier comme sur d'autres, mais je veux dire, le gouvernement wallon n'impose absolument pas les tarifs dynamiques. C'est une possibilité, c'est un choix qui est offert. Il ne sera imposé à personne, ce n'est pas une obligation. C'est ceux qui le souhaitent peuvent faire ce choix-là. Tout à fait. Jamais le contraire. Messieurs, et dans le public par ailleurs, pour éviter de se lancer dans un débat sur de l'intérêt de reconstruire du nucléaire, ce qui nous mènera dans quelques années, si on restait sur le maintenant et le lendemain des élections, un petit mot très rapide, et puis on se met à question-réponse. Petit mot très rapide sur la mobilité, ça fait quand même partie de la conversation électrique, et c'est le hasard de l'actualité. Jeudi ou vendredi, si ma mémoire est bonne, la Flandre dégainait un communiqué sur l'installation de bornes de recharge rapide, en gros tous les 25 km, sur son réseau, ce qui ne semble pas être le cas
en Wallonie. Alors d'abord, je commence par François Desquesnes. Est-ce qu'on a besoin d'une fréquence, d'un maillage aussi resserré tous les 25 km en Wallonie où les territoires sont différents? Mais comment peut-on espérer développer l'électromobilité en encourageant l'achat de voitures, notamment les voitures de société, les verdissements, etc., ou même les citoyens, s'il n'y a pas de quoi s'assurer de faire le plein d'électricité? Et vous avez déjà pensé le maillage? Est-ce qu'un maillage tous les 25 km en début de législature, Monsieur Henry, le ministre de la Mobilité et de l'Énergie, a annoncé 12 000 points de recharge en Wallonie, publics, en plus de ce que les privés faisaient. Combien ont été installés? Combien en 5 ans? Zéro. 0 point de recharge. Le dossier est encore au point mort. Et ça, c'est incompréhensible. Une question simple sur le 411, Willy Boursu. Le 411 semble être un désert, non pas médical, mais un désert en borne rapide. Quel est le problème? Je vois que je ne veux vraiment pas qu'on se cristallise sur le ministre Henry. Je veux bien répondre aussi sur la mobilité, l'état des routes en province de Luxembourg, les communautés d'énergie, le tram à Liège, etc. Les dossiers gérés par mon collègue. Je veux bien aussi répondre à cela. Le problème est effectivement qu'en ce qui concerne ce dossier-là, je pense que le modèle du tout au public est un modèle aussi qui me semble avoir montré ses limites. Il y a un grand nombre d'opérateurs de toute nature qui se proposent effectivement d'installer, en prenant en charge, en ce compris, le risque financier et commercial. Et pourquoi il vient pas en Wallonie? Ce privé est venu en Flandre. Les opérateurs de recharge rapide sont des privés en Flandre. Pourquoi ne débarquent-ils pas en Wallonie? Vous en faites la démonstration. Et je relis avec ce que nous disions tout à l'heure plus globalement sur les réseaux. Croire que le modèle public où on décrète au départ de Namur, de Liège ou d'ailleurs, le fait de dire on va installer, c'est un modèle qui a ses limites. Si le modèle de la gestion par l'administration publique était le modèle parfait, il y a longtemps que ça se saurait. Okay, donc, je pose la question au Parti socialiste. Effectivement, est-ce que la clé n'est plus le public mais le privé? Vous devez certainement avoir un avis là-dessus. Est-ce que l'avenir de la recharge rapide en Wallonie passe par le non-interventionnisme public? Alors, clairement, le problème de ces recharges, donc, je pense qu'on est à 3300 bornes pour l'instant, je regarde, et il en faudrait 25 000 en 2030. Mais par contre, le problème de ces bornes, c'est aussi effectivement une question du réseau. Du réseautage. Donc clairement, il faudrait pouvoir investir beaucoup plus massivement. Et donc ça me permet de rebondir sur cette question de privatisation ou pas. Je rappellerai quand même une chose, parce qu'on a parlé beaucoup des investissements tout à l'heure. La libéralisation du marché de l'énergie, donc 2004 pour les PME, 2007 pour le résidentiel, c'était d'ailleurs le CDH qui était à la majorité à l'époque, puisque c'est André-Antoine qui était ministre à l'époque de l'énergie. Cette libéralisation a fait perdre, on parlait des dividendes tout à l'heure, plus de la moitié des dividendes des communes. Cette moitié des dividendes qui aujourd'hui servirait bien pour pouvoir réinvestir dans nos réseaux. Et donc je pense profondément, et je le dis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire l'impasse de repasser probablement vers des structures publiques pour la gestion, pour la fourniture et pour la production d'énergie, qui serait à mon avis bien intéressante pour réaliser nos investissements dans ces réseaux. Peut-être avant de clôturer l'avis du PTB sur ce maillage-là, est-ce qu'un modèle à la flamande vous convient, tous les 25 km de la borne rapide, où la situation wallonne est telle qu'elle nécessite un traitement différent, donc très concrètement sur le maillage wallon? Oui, bien sûr, je pense que c'est absolument essentiel. On voit dans le quartier, les voitures électriques commencent à être de plus en plus nombreuses, même si on pense que la solution à long terme ne passera pas par l'entièreté du parc automobile qui sera électrifié. On le voit dans les communes où par exemple, les maisons collées n'ont pas toujours la possibilité de mettre un chargeur devant chez eux. Et donc ça pose la question du futur de la voiture électrique dans les villes, etc. Donc on est en tout cas plutôt pour un investissement massif dans les transports en commun, parce qu'on pense là qu'on va pouvoir régler à plus long terme voilà, parce que la question de la ressource d'électricité pour l'ensemble du parc automobile nous semble quand même questionnable. Mais effectivement, dans la mesure où aujourd'hui, voilà, les investissements ont été faits au niveau des constructeurs, etc., que les gens achètent des voitures électriques, il faut pouvoir avoir des bornes et un maillage est certainement envisagé. La question du public ou du privé, je trouve qu'elle se pose.
Au niveau du PTB, bon, Ah ben, j'ai compris que ça passerait par le privé. Tout le monde a l'air d'être... ouais, oui, donc, d'accord là-dessus. oui, la technologie, en fait, C'est pour ça que j'ai posé la question de ce a été côté-là un de peu la table. imposée par l'industrie automobile. Et voilà, boum, le public devrait alors investir à la place du privé. C'est compliqué. Je trouve qu'il va falloir trouver des solutions, en tout cas pour les financer. Et que le risque est évidemment que les bornes qui sont à des endroits intéressants, rentables, soient dans les mains du privé et que les bornes pas rentables soient dans les mains du public. Il y a un sujet à faire aussi sur le maillage, coût de la et donc recharge électrique. Ceux qui ont des véhicules électriques le savent. Alors,